découvert, enfin nous, certains connaissaient déjà un petit peu, on l'a découvert en rencontrant un hydrologue slovaque à une réunion internationale des réseaux sur l'eau qui se tenait à Florence, en Italie, en 2012. Et là, Michael Kravčík nous a parlé de son programme de restauration des bassins versants pour lutter contre les inondations. Et en fait, moi à l'époque, j'ai complètement découvert quelque chose qui m'était vraiment étranger. Alors vous en verrez un petit bout tout à l'heure. C'est-à-dire, en gros, c'est faire infiltrer l'eau là où elle tombe pour recharger les nappes phréatiques et éviter les inondations. Après, on a continué la collaboration avec les Slovaques. On a fait connaissance d'autres gens, en particulier en Inde. J'en parlerai un petit peu au Rajasthan. Qui ont infiltré l'eau de mousson dans des anciens creux qu'il fallait entretenir pour rompre avec ce qui s'était fait au moment de la Révolution verte, c'est-à-dire des forages qui avaient réussi une seule chose, c'est-à-dire vider les nappes phréatiques au point où les rivières ne coulaient même plus. Donc transformer la Révolution verte dans cette région du Rajasthan a transformé la région en semi-désert, ce qui était pas mal pour une révolution verte. Voilà. Et donc on a établi des rapports très réguliers avec Rajendra Singh et son équipe en Inde. Voilà. Et de tas d'endroits dans le monde, en fait, on a des retours sur travailler avec l'eau pour restaurer le climat. Donc c'est un petit peu ce dont je vais parler. On a fait un programme Erasmus+, qui était subventionné par l'Union européenne en fait, sur l'eau et le climat, où on développe nos idées, c'est-à-dire l'Union européenne n'a pas eu regard du tout sur le contenu. Et donc on a fait ce programme sur 3 ans, avec comme partenaire l'association slovaque et une association britannique qui collabore avec Rajendra Singh et son association en Inde. Donc vous voyez, on avait les deux sources de gens des hommes, des alternatives qui étaient avec nous. Alors l'eau sur Terre, vous savez sans doute que la Terre est... la majorité de l'eau sur Terre, c'est les océans et les mers, et qui recouvrent quand même la large majorité de la surface de la Terre, au moins 2 tiers. Et là-dedans, l'eau douce, c'est pas beaucoup de choses. L'eau douce, c'est 3%. 3% qui est essentiellement de la glace, des icebergs, des glaciers. Et ce qui reste en eau douce, ça va être des eaux souterraines, essentiellement des eaux souterraines, qui sont des eaux, l'humidité du sol, puisque en fait il y a toujours de l'humidité qui reste dans le sol, en dehors des nappes. Enfin, il y a les nappes et il y a l'humidité du sol. Alors il y a l'eau dans l'atmosphère, c'est les nuages, la vapeur d'eau. Et puis, il y a un tout petit pourcentage qui est 0,01% du total, qui va être les lacs, et puis il va y avoir les rivières, qui va être encore moins. Et vous voyez qu'à la fin, les êtres vivants, c'est pas beaucoup, c'est 0,40 et 4%. C'est l'eau qui est dans les êtres vivants, c'est-à-dire dans nous. Le cycle global naturel, c'est... alors vous voyez le volume d'eau dans l'atmosphère, c'est pas beaucoup en fait, et le volume d'eau circulant dans le cycle de l'eau, c'est 550 000 km3, c'est l'échelle de la planète, c'est-à-dire ce qui veut dire que c'est 42 fois le volume d'eau dans l'atmosphère, c'est-à-dire que ça n'arrête pas de faire des cycles. Alors les cycles, vous avez sans doute étudié ça à l'école, je pense qu'on en parle même peut-être dès le CM2, je ne sais pas très bien, en tout cas on en parle au collège. L'eau qui s'évapore des océans, il y a de l'évaporation qui vient des terres, une vingtaine de pourcents, 26%, et 60%
14%, ça vient de l'océan. C'est-à-dire la majorité de l'évaporation vient de l'océan. Et après, il y a une partie qui va retomber sur les terres et une partie, évidemment, qui va retomber sur les mers. Alors, grand cycle et cycle local de l'eau. Alors là, on va arriver dans les innovations de nos amis slovaques qui distinguent le fait qu'il y a un cycle qui se passe au niveau local. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement y avoir l'évaporation des mers qui retombe sur les mers ou qui retombe sur les terres pour une partie, mais il va y avoir une évaporation qui va se produire sur les terres et qui va retomber sur les terres. Alors, l'eau sur Terre, il y a trois états de l'eau qui sont sur la Terre. Il y a l'état solide, il y a l'état liquide, et il y a l'état gaz, la vapeur d'eau. L'eau a une capacité thermique massique élevée, c'est-à-dire pour évaporer de l'eau, il faut apporter quand même beaucoup d'énergie. Et au changement d'état, soit l'eau absorbe cette énergie, c'est-à-dire on va faire chauffer de l'eau pour la faire bouillir, soit elle la libère quand elle se condense. Alors qu'est-ce qui se passe sur Terre? Vous avez déjà remarqué que quand on est un jour d'été un petit peu chaud, on se balade en forêt, il fait moins chaud. À cause de quoi? Tout simplement parce que il y a de l'évaporation sur les feuilles des arbres. Il y a un changement d'état de liquide à vapeur qui va absorber de la chaleur, c'est-à-dire refroidir. Alors, une fois que l'eau est évaporée, bon, et ça va donner, à un certain moment, ça va donner des nuages et ça va donner de la pluie. Qu'est-ce qui se passe quand il pleut? L'eau se condense, et donc la chaleur massique importante qui a été prise au moment où l'eau s'est évaporée, elle est libérée, mais au-dessus des nuages. C'est-à-dire qu'en fait, le cycle de l'eau fonctionne comme un ascenseur à chaleur. C'est-à-dire il va prendre de l'eau à un autre niveau, c'est-à-dire au niveau des arbres, au niveau des endroits où l'eau va s'évaporer, et il va l'emmener au-dessus des nuages, à un endroit où ça ne vous gêne pas. C'est quand même mieux qu'un conditionneur d'air. Quand vous avez un groupe d'air conditionné, c'est une pompe à chaleur, elle va prendre de l'eau au niveau de la source froide, c'est-à-dire dans la pièce qu'il faut rafraîchir, et puis vous avez déjà vu comment ça fonctionne. La source chaude, elle est dehors, c'est-à-dire il y a un gros ventilateur, et on va réchauffer la rue. C'est quand même mieux de réchauffer au-dessus des nuages. Alors, l'eau sur Terre agit en thermorégulateur. La condensation libère de l'énergie en altitude, c'est ce que j'ai dit. L'eau de pluie retombe à l'état liquide sur le sol. Donc, on va avoir un cycle de l'eau qui va nous permettre de refroidir la surface de la Terre et en même temps de réguler le climat. Alors, les arbres sont le vecteur principal. C'est l'évapotranspiration sur les arbres, sur les végétaux aussi, et sur les arbres. Alors pourquoi l'arbre c'est mieux? Tout simplement parce que l'arbre il a plein de couches d'évaporation. Une feuille, c'est une couche d'évaporation. C'est-à-dire à travers les stomates des feuilles, il va pouvoir avoir une évaporation d'eau qui va rafraîchir la feuille, puis nous rafraîchir avec quand on est en dessous. L'arbre, il a plein de surfaces d'évaporation, c'est-à-dire qu'un arbre, à la fin, il va évaporer mieux qu'un lac. Puisque le lac, il a une seule surface d'évaporation, alors que l'arbre, il en a plein. Alors ça, vous le verrez dans l'image suivante. L'arbre est le dispositif le plus efficace pour favoriser l'évaporation. Alors ça, c'est les évaporations comparées. La forêt, vous voyez ce que ça fait, c'est à peu près 0,7. Une zone humide, c'est 0,9, c'est plus. Parce que non seulement
Il y a l'évaporation comme sur les arbres, comme sur l'ensemble des végétaux, mais en fait c'est alimenté en permanence en eau, quoi, et donc ce qui fait que ça évapore plus. Et vous voyez que la prairie c'est moins bien, la prairie c'est 0,45 à peu près. Et alors quand on descend vers les cultures, hein, un champ de blé, un champ de maïs, ça va être moins de 0,4. Une haie, c'est un peu comme une prairie, hein, donc c'est pas si mal. Et puis vous voyez que le lac, il est comme une haie, il est comme une prairie, c'est-à-dire il évapore pas tellement. Finalement, vous pouvez le voir, hein, quand vous vous baladez à côté d'un lac, ça rafraîchit un petit peu, mais c'est moins bien que la forêt. Alors par contre, le champion d'évaporation, c'est la mer. Alors la mer, pourquoi ? Parce que non seulement c'est grandes surfaces d'eau, mais ces grandes surfaces d'eau avec du vent qui passe par-dessus, avec des vagues et avec des turbulences. Et les turbulences, ça fait que ça évapore plus. Donc le meilleur évaporateur, ça reste la mer. Mais enfin, sur Terre, c'est quand même la forêt et la zone humide. Donc, pour nous, si on veut rafraîchir le climat, il faut surtout prendre garde aux zones humides, et hélas, en France, la plupart ont disparu. C'est énorme le nombre de disparitions des zones humides quand on compare avec la situation, par exemple, au XVIIIe siècle, hein, il y en avait énormément plus. Et en deuxième, c'est les forêts. Et les forêts, la surface de forêt sur Terre n'a pas arrêté de décroître. Quand on sort de l'époque où on était à l'âge de pierre, avant les moments où l'agriculture était inventée, l'homme était chasseur-cueilleur, et une grosse partie de la surface de la Terre était occupée par des forêts. Alors il y avait des forêts, il y avait des savanes, il y avait un tout petit peu de désert, mais pas beaucoup. Mais on avait beaucoup de surfaces de forêt. Et en surfaces de forêt qui ont disparu, on peut estimer que c'est à peu près la surface de l'Asie, si elle était complètement couverte de forêt, qu'aurait été déforestée. Donc vous voyez ce que ça représente, c'est absolument gigantesque. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre qui s'est fait au moment où l'humanité a commencé à se développer, qui était un équilibre avec un écosystème de la Terre qui était complètement régulé par ces forêts et l'énorme évaporation des forêts. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, si vous ajoutez la surface de l'Asie en forêt à ce qui existe actuellement, ce que ça donnerait, quoi. Donc on a déforesté, l'humanité a déforesté, et elle continue, hélas, de déforester. Alors en France pas trop, parce que la France est un peu privilégiée à ce niveau-là, mais dans les forêts tropicales, c'est assez catastrophique. Alors les zones humides rafraîchissent la température quand les radiations solaires sont élevées. Alors qu'est-ce qui se passe suivant la nature du sol ? Si on a un sol qui n'est pas très humide, ou un champ de blé qui va être mûr, ou des choses comme ça, en fait, comme ça n'a pas évapotranspiré beaucoup, il y a une journée de soleil, il y a 60 à 70% de l'énergie du soleil qui va être du réchauffement, de la chaleur sensible. Par contre, si vous êtes sur une forêt ou sur une prairie suffisamment humide, ça va être complètement différent, c'est-à-dire que 70 à 80% de la chaleur va être transformée en évapotranspiration, c'est-à-dire en rafraîchissement. Et le flux de chaleur absorbé par le sol, c'est pas beaucoup, et la réflexion, ce qui est renvoyé dans l'espace, c'est pas beaucoup non plus. Donc vous voyez qu'on a, suivant l'occupation du sol, on a quelque chose de complètement différent. Alors, il y a eu une analyse que je vous conseille de télécharger, qui est un document de l'ONU, du programme des Nations Unies pour l'environnement. Alors en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le PNUE
s'est référé sur ce texte aux mêmes sources que nous. C'est-à-dire, dans leurs sources, il y a par exemple le groupe de Tchécoslovaques, c'est dans les sources qui sont citées à la fin du document. Et donc, en fait, leur dessin là, alors qui vient du document, hein, il est en première page du document, il donne les mêmes choses que nous, en fait. Hein. Alors, il y a 1% qui est transformé en photosynthèse, qui est logique, mais le flux de chaleur latente qui est transformé en évapotranspiration, c'est la même chose que nous, c'est 70 à 80%, c'est la même chose que je vous ai dit. Et puis la chaleur sensible, 5 à 10% sur une surface de prairie ou de forêt. Donc on a là les mêmes sources que le document du PNUE. Alors, il donne aussi des choses un petit peu équivalentes à nous sur les questions de, vous voyez, un champ en cours de labour, la chaleur sensible, il n'y aura pas d'évapotranspiration là du tout. Hein. Donc on aura de la transformation en réchauffement. Alors c'est assez intéressant que l'analyse qu'on développe, nous, depuis qu'on a rencontré les Slovaques, c'est-à-dire depuis 2012 en gros, qu'on a développé en 2015 au moment de la COP21, on avait travaillé sur eau et climat et on avait fait une exposition eau et climat au niveau de la coordination Île-de-France qui a circulé depuis. Il y a un exemplaire qui se trouve à Lyon dans l'association Bien commun Lyon. Puis il y a un exemplaire qui se balade dans le sud de la France aussi, mais avec en gros les sources que je vous ai dit. Alors, les ruissellements, c'est aussi un des aspects de ce qui se passe quand il y a de la pluie. Qu'est-ce qui ruisselle le moins quand il y a une pluie, un orage? C'est dans une forêt, tout simplement, parce que la forêt, si le sol est un sol naturel de forêt avec beaucoup d'humus, l'humus va excessivement bien absorber la pluie et elle va rentrer dans le sol, alors que sur une terre agricole, vous voyez que c'est 5 fois plus de ruissellement, surtout si la terre agricole est travaillée en agriculture intensive, en ce qui se passe actuellement. Alors, la capacité d'absorption d'une pluie par une terre agricole est liée à son taux d'humus. Plus le taux d'humus est important, plus la terre sera à même d'absorber de l'eau. Alors, vous avez une carte avec le carbone dans le sol, là, une carte d'Europe qui est celle qui est à droite. Et vous voyez que les zones en jaune et pire, les zones en bleu clair, sont des zones qui ont perdu beaucoup de carbone dans le sol. En bleu clair, c'est l'Andalousie, c'est là où on a toutes les cultures intensives qui sont faites avec force produits chimiques parce qu'il n'y a plus d'humus. C'est-à-dire ils ont un carbone dans le sol qui est inférieur à 1%. C'est-à-dire c'est de la terre qui est complètement morte et vous avez les oranges ou les avocats que vous achetez et qui viennent de cette, ou que vous n'achetez pas d'ailleurs, qui viennent de ça, elles sont 100% chimiques. Hein. S'il n'y avait pas de la chimie, le sol est mort, il ne peut pas nourrir des plantes. Alors après, il y a des... Alors vous voyez que dans le Massif central en France, on n'est pas trop mauvais, quoi. Probablement, même par ici, on n'est pas trop mauvais, on est un peu mieux qu'ailleurs. Voilà. Alors, 1% de carbone de plus dans le sol, c'est 190 millilitres de rétention d'eau supplémentaire par hectare, ça veut dire avec l'humus qui en fait va être capable de stocker de l'eau. Alors, l'agriculture intensive qui s'est développée à partir du moment où il y a eu l'industrialisation de l'agriculture, on va dire tout ce qui est après-guerre. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a commencé à avoir les remembrements, on a commencé à avoir des plus grandes parcelles, on a coupé les haies, on a fait toute une série de choses pour industrialiser l'agriculture et on a utilisé après de plus en plus de produits chimiques, de pesticides, etc. Tout ça, c'est une des causes de la baisse du taux de carbone dans le sol, en gros divisé par 2 en France.
depuis les lendemains de la guerre et l'agriculture industrielle. Alors, on a des méthodes pour travailler autrement, heureusement. Alors, vous voyez un sol pauvre en carbone après la pluie. C'est celui que vous voyez sur l'image en haut à droite, à gauche. Vous voyez qu'il y a des flecs d'eau énormes, c'est-à-dire que la terre elle absorbe plus. Et le sol qui a reçu beaucoup de compost, beaucoup de fumier, qui a été enrichi en carbone, qui est le sol de gauche, et bien lui, il a absorbé facilement toute l'eau. Parce qu'il est capable d'absorber une capacité à absorber l'eau. Alors vous voyez en haut, à droite, un sol compacté et pauvre en carbone qui n'est pas capable d'absorber l'eau. Et en bas, il y a des sols avec des techniques de culture nouvelles, c'est-à-dire des cultures alternées, des cultures avec de la terre qui est jamais à nu, c'est-à-dire une couverture permanente du sol pour permettre que le sol s'enrichisse en carbone. Et bien là c'est pareil, la pluie elle va rentrer dedans et on n'aura pas de ruissellement. Alors les forêts, bon alors je ne vais pas vous aller dans les détails là, mais les forêts, je vous ai dit tout à l'heure que les forêts absorbaient extrêmement bien la pluie. Alors quand on a la coupe à blanc, ce qui est hélas une des méthodes d'exploitation des forêts, ben, la coupe à blanc c'est une vraie catastrophe, c'est-à-dire qu'en fait elle va faire que l'humus, dont je vous ai dit qu'il absorbait extrêmement bien, ben, l'humus quand il y a eu coupe à blanc ça va ruisseler et l'humus il va être emporté. Et on a... et alors là vous avez une photo dans le Kamenov. Alors le Kamenov c'est un endroit en Autriche où il y a eu quelqu'un qui a développé des nouvelles méthodes agricoles basées justement essentiellement sur la permaculture. Et là, les endroits du Kamenov qui sont utilisés comme ça, c'est celles qui sont derrière sur la photo, et les endroits où il y a des coupes à blanc et exploitation des forêts plus industrielles, bah, il n'y a plus rien. Alors, les températures dans une forêt d'acacia au Kenya. Alors là, c'est Yann Pokorny. Yann Pokorny, c'est quelqu'un qui faisait partie de l'équipe. Alors, je l'ai rencontré un certain nombre de fois dans nos réunions internationales avec Michael Krapsik ou sans Michael Krapsik. Yann Pokorny, il travaillait, parce que je pense que maintenant, il doit être proche de l'âge de la retraite, mais il fait toujours un travail associatif avec son association. Il a fait avec son institut qui dépend d'une université technologique à Prague. Ils ont fait un travail au Kenya sur des régions où il y avait eu de la déforestation dans la région des Grands Lacs. Dans les Grands Lacs, à un moment donné, il y a eu des barrages qui ont été construits pour l'hydroélectricité. Et il y a eu des investisseurs, y compris un investisseur japonais qui avait contribué à construire un barrage sur une des rivières qui vont se jeter dans les Grands Lacs. Et en fait, le problème, c'est qu'on a beaucoup déforesté. Et alors, Yann Pokorny et son équipe, ils ont fait des mesures de la température à l'intérieur de la forêt quand elle était maintenue, de la forêt d'acacia quand elle était maintenue. Et à certains endroits, en haut, vous voyez un petit... Vous ne pouvez pas le lire là, parce que c'est trop petit. À l'intérieur, entre les arbres, il y a un petit truc qui indique que la température qu'on a mesurée, c'est 19 degrés, c'est pas chaud. Et en bas, on a 20 degrés au niveau du sol. Alors par contre, le même jour, si on va dans les zones déforestées, vous allez avoir
une température qui va aller jusqu'à 67 degrés. Et près d'une agave, l'agave elle va évapotranspirer un petit peu, elle va réussir à descendre sous les 40 degrés, c'est-à-dire 39,7. Voilà, mais par contre, le sol juste au pied de l'agave, 70 degrés. Donc ça montre l'effet de la déforestation simplement sur la température par le fait qu'on a brisé le cycle de l'eau. La forêt évaporait, rafraîchissait. À partir du moment où il n'y a plus de forêt, vous voyez ce que ça donne. Et alors, ça a eu une conséquence autre, c'est que il y a la forêt qui n'existait plus, qui existait moins, avait moins d'évapotranspiration, donc moins de pluie. Et en fait, le débit de la rivière qui jetait la retenue du barrage a diminué. Et la production d'hydroélectricité a chuté. Donc l'investisseur japonais, il s'est retourné contre les autorités kenyanes pour avoir autorisé la déforestation et fait que le barrage n'avait pas la rentabilité prévue. Donc ça mène assez loin, quoi. Et alors après, il y a eu quelque chose de tragique, c'est que les autorités kenyanes ont considéré que les habitants de la forêt, en fait, en gros, ils ont fini par interdire la forêt aux gens qui y habitaient et qui étaient à côté. Enfin, c'était une fausse solution. Alors la forêt évapore des quantités importantes de vapeur d'eau, elle contribue aux nuages, elle diminue la température, et les forêts, en plus, ont des écosystèmes au sol avec des plus petits végétaux. Alors, je vous avais parlé des Slovaques. Voilà la lutte contre les inondations en Slovaquie. Donc ralentir le ruissellement dans les forêts, à des endroits où il n'y a pas forcément des ruisseaux, mais où il va y avoir, quand il y a des orages, il va y avoir dans un endroit où on a un creux, un petit vallon, il va y avoir de l'eau qui va ruisseler et qui va pouvoir créer des inondations en bas. Donc c'est simplement des petits barrages en bois avec des troncs d'arbres maintenus par des piquets que vous voyez là. Et là, c'est notre groupe quand on était en visite. Alors je ne sais pas si je suis sur la photo, mais il y a des personnes de la coordination Île-de-France qui sont relativement au milieu là. Voilà. Alors, en dessous une forêt, si les petits ouvrages ne suffisaient pas, ils ont fait une tranchée que vous voyez. La tranchée, donc on a visité les petits ouvrages en forêt, et après on a vu ce qu'il y avait en dessous, si ça ne suffisait pas. Donc une tranchée, et après une série de petits barrages à un endroit où ça peut encore s'écouler, qui peuvent retenir l'eau et la bloquer, et quand un barrage est plein, ça passe par-dessus le muret, puis ça va au suivant. Et en fait, avec tout ça, ça faisait qu'il n'y avait pas d'inondation en bas. Alors là, c'est un chantier qu'on a eu dans le cadre du programme Erasmus+, pour restaurer des petits ouvrages en forêt. Donc là, c'est Michael Krafsik qui est en train de nous balancer des troncs d'arbres qu'on va bloquer avec des piquets. Là, vous voyez qu'on est aux travaux, là, au travail. Là, c'est des volontaires qui étaient venus avec la coordination Île-de-France et avec Au Bien Commun Rhône-Alpes pour participer au chantier. Et puis là, moi, je suis sur la photo au milieu, en bleu, à côté d'une personne qui a voilà, qui est en vert, voilà, qui est Vanessa de la coordination Île-de-France. C'est c'est elle qui tient la permanence, en fait. Alors, le programme des Nations Unies pour l'environnement a développé, donc, je ne vais pas vous lire le texte, mais en fait, il dit surtout que l'arrêt de la déforestation, l'augmentation de la reforestation et la mise en œuvre de pratiques agroforestières sont obligatoires si nous voulons réussir à éviter une catastrophe climatique.
Alors, c'est un langage qui est complètement différent de celui que vous entendez sur les médias, qui ne vous parle que des gaz à effet de serre. Là, c'est une approche qui est complètement différente. Alors, je ne veux pas dire qu'elle exclut complètement l'autre. Hein. Dans le document, il parle aussi, dans ce document, il parle aussi du rôle des forêts pour stocker du carbone dans le sol. Mais c'est une vision qui n'a rien à voir, c'est une vision qui est avec le rôle des plantes, des sols et de l'eau pour lutter contre le changement climatique. Et vous avez vu dans ce que je vous ai présenté avant que ça marche, que ça refroidit réellement le climat. Une forêt, un sol humide, etc., ça refroidit réellement le climat. Alors qu'en baissant les gaz à effet de serre, alors bien sûr, il faut le faire, mais on ne voit pas comment on va récupérer un climat dans les décennies à venir. Hein. C'est même très très mal barré pour récupérer quelque chose. Donc là, il y a, en travaillant avec l'eau, avec les sols, il y a une voie qui est complètement différente et en plus qui se croise avec tout le travail qui va être fait pour cultiver naturellement, pour cultiver en nourrissant les sols, en utilisant le compost, en utilisant le fumier, nourrir les sols, etc. Tout ça, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a une solution pour lutter contre le réchauffement climatique et le changement climatique, mais d'une manière très différente. Alors, les îlots chauds urbains, donc dans les villes, c'est pas un mystère, il fait plus chaud parce que il y a peu d'évapotranspiration. Alors là, c'est à nouveau des images de Jan Pokornik sur une ville en République tchèque. Et en fait, évidemment, la température est plus froide sur le parc dans la ville, et elle est plus chaude sur le pavement et sur le toit des maisons. Et alors, il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que sous le parasol que vous voyez juste avant le parc, là, mais en fait, il fait relativement chaud. Parce qu'en fait, ce qui refroidit, le parasol, il évapotranspire pas, contrairement à la forêt. Donc, il vaut mieux être sous un arbre que sous un parasol. Alors, l'eau en ville, comment éviter les inondations? Alors, il y a une solution qui est de faire des grands réservoirs de stockage d'eau d'orage. C'est des solutions technologiques. Et puis, il y a les solutions non technologiques qui sont des jardins où il va y avoir des arbres, où il va y avoir des pentes qui font que s'il y a une pluie très très importante, il va y avoir des creux sur lesquels on va pouvoir passer avec des petits ponts, et des creux où l'eau d'orage, elle va tout simplement s'infiltrer dans le sol lentement. Alors je vous montre des endroits dans la ville où j'habite, Ivry-sur-Seine, où on a fait une chaussée qui est légèrement en biais, une légère pente, c'est un sens unique. Là. Et la pente, elle va vers quoi? Elle va dans un espace qui est relativement large, qui est planté d'arbres et de végétaux plus petits, qui va en fait infiltrer l'eau, absorber l'eau, parce que l'espace est plus bas. L'espace est plus bas, alors vous voyez qu'il y a des interruptions dans la bordure, là où j'ai mis une flèche noire, là. Voilà. Et en fait, l'espace planté, il est une trentaine de centimètres plus bas que la chaussée. C'est-à-dire que même s'il se remplit entièrement d'eau, ça ne va pas aller à l'égout et ça va être absorbé par les végétaux et s'infiltrer dans le sol. Donc c'est des solutions qui sont possibles en ville. Alors là, c'est une autre solution à Asnières-sur-Seine. Alors c'est pareil, c'est une chaussée avec une noue sur le côté. Là, la chaussée est imperméable. Il y a une noue sur le côté, c'est-à-dire un creux, qui va mener à des petits espaces plantés à différents endroits. Alors là, ça passe de droite à gauche pour les circulations des voitures qui vont pas vite là-dessus. Un écoquartier à Grenoble, là c'est pareil, l'idée c'est infiltrer la totalité des eaux de toiture et des eaux qui tombent sur l'espace.
Un espace en ville à Ivry-sur-Seine. Hélas, il n'y en a pas beaucoup, mais celui-là, il est expérimental, mais il marche. La totalité de l'eau des toitures, des petites maisons basses jumelées, vous voyez qu'il y a une descente d'eau pluviale, et vous voyez qu'il y a un creux en bas, il y a une noue qui va amener sur des espaces plantés, et pour pouvoir infiltrer. Et il y a aussi un grand bassin, c'est celui que vous voyez au milieu, mais il est rempli de végétation. Et il y a l'eau des immeubles. Alors elles partent dans une noue et elles vont vers un grand espace à l'arrière des immeubles où ça va pouvoir s'infiltrer. C'est-à-dire que presque 100% des eaux vont dans le sol, y compris les eaux de toiture, ce qui est quand même très intéressant. Alors c'est faisable. Alors réaliser un jardin de pluie, ça c'est en Slovaquie, on l'a fait dans la cour d'une école. Un jardin de pluie, c'est-à-dire une zone qui va être en creusé. On a creusé de 40 cm, on a remis un peu de terre végétale au fond et on a planté, il y a des plantes qui ont été plantées, et on a dévoyé une descente d'eau pluviale d'un des bâtiments de l'école, c'est la cour d'une école. Et puis je vais terminer sur ça, qui est Vitoria-Gasteiz, qui est la capitale administrative du Pays Basque espagnol, et qu'une ville assez extraordinaire, où on a fait une ceinture verte que vous pouvez voir autour de la ville, avec plein de parcs, et un parc qui a servi, ils ont recréé une zone humide et un parc, un très grand parc dans la ville. Et autour de la ceinture verte de la ville, il y a une zone agricole où il est interdit de faire des implantations, comme on fait ici, de zones de bureaux, autre chose comme ça. Voilà, et puis ça c'est le grand parc qui est la zone humide. Vous pouvez voir l'aspect que ça a, c'est vraiment hyper sympa et on peut se balader dedans. Voilà.